Enchanté. Il a oublié de dire aussi mon nom de scène, que c'est Pierre. Donc voilà, je m'appelle Pierre Friquet, je suis réalisateur. Alors c'est toujours difficile de choisir les bons mots, mais réalisateur, designer, créateur d'expériences immersives. On va voir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire surtout. Merci d'être là. Alors on va attendre que les gens s'installent, mais non, c'est bon. J'ai plusieurs choix en fait. J'ai une présentation qui est à la fois ouverte et à la fois très fermée. C'est-à-dire à la fois académique, où je vais suivre mon PowerPoint presentation, ou alors très freestyle. Donc en fait, j'aimerais un peu savoir la température des gens, de la salle, du public, des attentes, pour savoir quels sont vos choix. Est-ce que je vais plutôt freestyle ou est-ce que je vais plutôt... Ok. Bon, je vais commencer. Ok. Je vais commencer par... Combien parmi vous a déjà essayé un casque de réalité virtuelle? Ok, merde. Combien a essayé à télécharger déjà une application de mobile AR, de réalité augmentée? Ok. Combien a créé peut-être une expérience de réalité virtuelle ou 360? Ok, merde. Ok, donc j'ai commencé toujours par la blague, toujours, ça marche toujours. Alors, pour moi, la réalité virtuelle, on va voir après que la réalité augmentée, ça englobe en fait dans l'immersion, les arts immersifs, mais la réalité virtuelle, c'est un peu comme le sexe au lycée. C'est-à-dire que tout le monde en parle, peu le font, et ceux qui le font, en général, le font très mal. Donc, ok, David. Donc en fait, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la réalité virtuelle devient un peu une tarte à la crème. On va dire qu'on est à la 6e vague en fait. On va voir comment, pourquoi. 6e tentative en fait de pousser en fait vers l'adoption, on va dire en masse, vers de l'adoption parmi le grand nombre. Mais on va voir justement dans cette présentation que c'est, on va dire, vieux comme le monde, que ça part d'un principe, ça part plutôt d'une émotion, ça part plutôt d'une impression, plutôt qu'une technologie. Voilà. Et vraiment mon propos en fait. Le titre, c'est le rêve de l'art immersif. En fait, je fais un peu une narration parallèle. En fait, ça va être aussi mon rêve de l'art immersif. Le rêve dans plusieurs sens aussi, absurde, la projection, le chemin, la mission de cet art, en fait, de cette technologie. Mais fondamentalement, en fait, comme je suis invité dans une expérience de tech, d'innovation, que ce soit du hardware, du software, du contenu, des projets, des œuvres d'art. Concrètement, c'est toujours la même chose. C'est toujours cette intuition, c'est toujours ce pas de côté qui fait qu'on capte quelque chose. On est des antennes en tant que créateur, entrepreneur, technicien, programmeur, et on arrive à saisir quelque chose qui n'existe pas. Et tout le processus est de matérialiser, de cristalliser cette pensée, cette intuition, cette émotion qu'on a. Donc voilà l'innovation, la tech, le projet de réalité virtuelle, n'importe quoi, les œuvres d'art, c'est toujours ce chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Et un processus aussi, bien sûr, de feedback, de retour, quoi. Alors, bon, comme j'ai choisi freestyle, faut l'assumer après. Mais quand même, bon. C'est vrai que j'ai écrit cette préambule, alors je ne vais pas le respecter du coup, mais je vais quand même évoquer la citation d'Alejandro Jodorowsky, qui est à la fois poète, artiste, réalisateur, psychomagicien. Alors je ne sais pas si certains ne le connaissez pas, mais voilà, regardez, faites des recherches sur lui. Alors il a dit justement dans un article l'année dernière que la réalité virtuelle, que l'art immersif, l'art d'aujourd'hui, le cinéma, l'art d'aujourd'hui, la télévision, sont comme la préhistoire en fait de la réalité virtuelle. Et ça va être ça mon propos. On va voir en fait qu'il y a des gens qui ont déjà imaginé des choses sans que ça existe. Donc, je vais me présenter après. Ça, c'est la partie freestyle, tout ça, quoi. Mais après, je vais citer aussi René Barjavel, en fait, qui a écrit en fait un livre sur le cinéma total, qui parlait justement de ça, que la technologie immersive permettront un jour
On verrait, bon, on n'a pas besoin de paraphraser ce qu'il dit, mais un jour, quand les technologies seront prêtes, les personnages en fait pourront se déplacer, se promener sur la place publique et dans les appartements de chacun. La science continuera de lui apporter de petits perfectionnements dans ce rêve de cinéma total, mais il aura atteint en gros son état parfait. Donc voilà, c'est déjà en 1932, il avait écrit ça, ensuite repris par André Bazin, théoricien du cinéma, et il avait déjà prédit que le cinéma a essayé de capter quelque chose, mais par ses limitations aussi bien optiques, des avancées des scientifiques, optiques, technologiques, chimiques, que le cinéma était juste une étape vers quelque chose. Voilà. Comme la photographie était peut-être une étape vers le cinéma, et comme dans l'histoire des formes aussi, la peinture était une étape vers la photographie. Et pour moi, vraiment, fondamentalement, cette réalité virtuelle, c'est autant excitant que l'apparition du cinéma. Voilà. C'est autant important en fait dans l'histoire des formes, de même de nos consciences, de nos rapports en fait à tout, à l'art et à la réalité. C'est vraiment quelque chose de très puissant, malgré tout ce que, comment dire, l'industrie. Pardon, j'essaie de faire un pas de recul. Il y a l'industrie, la réalité virtuelle, il y a des choses, il y a des démos, il y a des choses qui existent, et il y a aussi l'histoire de la forme, la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui poussent. Donc il ne faut pas confondre entre, peut-être vous avez de mauvaises expériences de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais j'ai envie de vous convaincre et de rejoindre mon armée d'enthousiastes, qu'il y a quelque chose derrière et bien plus profond en fait, plutôt que juste des gadgets qui existent déjà. Donc c'est vrai que quand... alors, j'ai commencé un peu, pas freestyle, hein, désolé, mais après je vais partir dans des envolées. Mais là, en fait, souvent, alors surtout en France, hein, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours une peur, il y a toujours, quand une technologie arrive, on est toujours très effrayé, en fait, par ça. Et en gros, je reprends un peu la phrase de Burt Lancaster, le personnage dans Le Guépard de Visconti, c'est tout change pour que rien ne change, en fait. On est toujours face à l'apparition d'une nouvelle technologie, des projections, des peurs, des paranoïas sur le monde va changer. Alors maintenant, on va citer aussi beaucoup Black Mirror qui met en image ces peurs, ces paranoïas. Mais voilà, comme un couteau de cuisine, on peut à la fois l'utiliser pour tuer quelqu'un, mais aussi pour le chirurgien pour enlever un cancer, quoi. Chaque objet, chaque tech devient à la fois, selon son intention, dangereux ou potentiellement sauveur de l'humanité, quoi. Donc en fait, ça c'est un peu des phrases un peu glanées quand je parle de réalité virtuelle, réalité augmentée, sur ça fait peur, en même temps c'est aussi fascination. Donc peut-être ça vous parle, peut-être vous avez déjà eu ces mêmes réactions. Donc elle peut être remet en cause le concept de la réalité, on va voir à peu près ça. Et ça d'ailleurs, ça c'est important en fait. Le mot est très maladroit parce que la réalité virtuelle on va distinguer toujours en fait cette dichotomie. On va toujours dire voilà la réalité, voilà le virtuel, mais principalement en fait son cerveau, la conscience, notre esprit en fait actualise à chaque fois l'expérience. Et si je recite un psychologue du XXe siècle, William James, la réalité c'est ce qu'on expérience. Donc, ça veut dire que aussi bien quand on est dans un état de sommeil, on rêve, qu'éveillé, dans le coma, dans notre état de conscience, on fait l'expérience d'une réalité. Voilà. Et cette idée qu'il y a une dualité, un dualisme entre la réalité et le virtuel, la réalité et le rêve, la réalité et le cinéma, est complètement absurde et faux. Puisque le cerveau ne fait pas cette différence en fait. Si on dit je veux arrêter de fumer, le cerveau ne comprend pas cette négation, il comprend juste fumer. Voilà. Donc dans cette idée que aussi bien pour le cerveau, pour l'expérience humaine, on est mélangé, on est baigné en fait toujours dans actualiser l'expérience. Voilà. Et ce qui compte finalement, c'est ce moment de l'expérience, cet instant présent. Donc ça va être un peu moins abstrait, je vais vous avancer, mais voilà, pour voir déjà les phrases, c'est dangereux, ça va remplacer substitut sécuritaire pour les drogues, le sexe, ça permet l'expansion de l'esprit, ça va remplacer la réalité, j'ai entendu ça des fois, ou alors c'est juste un peu un truc hype, c'est une mode, et dans 10 ans ce sera comme une citation, nos bas de page, alors qu'on va voir que non. Voilà. Donc voilà, et toutes ces choses-là sont vraies, sont faux, contradictoires, mais ça crée en tout cas un engouement et ça prouve que la réalité virtuelle bouscule finalement un peu les conceptions. Donc, freestyle, mais puis non en fait, je vais suivre un peu mon truc.
Et vraiment, en fait, là, c'est un peu des. Je vais vous laisser un peu de temps de lire cette phrase, mais voilà un peu la définition de la réalité virtuelle, entièrement recréée numériquement. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de reproduire, mais pour moi, c'est vraiment une troisième révolution technologique après les PC et le mobile. Ensuite, vraiment dans plusieurs cercles, en fait, l'idée d'installer un observateur dans l'espace illusoire d'une image hermétiquement close ne fait pas l'apparition avec l'informatisation, enfin, comme on dit, la réalité virtuelle, donc informatisée. Donc on verra. C'est vraiment alors, au cœur de la relation des humains aux images. Alors je distinguerais quand même quelque chose que justement je parle d'art immersif, mais c'est vraiment fondamentalement un art cognitif en fait. On n'est plus. Alors si vous voyez dans le langue du cinéma, de la peinture, cette citation en fait est un peu mauvaise pour ça parce que on n'est plus dans une image en fait. Le cerveau voit plus comme une information visuelle. Le cerveau interprète quand on met un casque de réalité virtuelle ou l'expérience de réalité augmentée comme vraiment la réalité en fait, on accepte cette chose. Donc concrètement, l'idée fondamentale que j'aimerais vous transmettre, on n'est plus dans le cinéma qui est un art audiovisuel, on est vraiment dans un art en fait cognitif. Donc on hack le cerveau en fait, on triche avec la perception, avec le cerveau et ses limitations et ses capacités en fait d'interpréter la réalité. Et derrière ça, l'idée c'est que le cerveau est un sixième sens, en fait, et comme une porte vers la réalité, et comme un moyen d'observation de la réalité, mais n'est pas en soi le saut en fait de l'expérience de la réalité. Voilà, ça, c'est vraiment, derrière le cerveau, il y a vraiment se place vraiment notre identité, et à la fois comme les yeux, les oreilles, on peut tricher avec le cerveau. Voilà. C'est cette idée-là en fait. Et donc la réalité virtuelle est vraiment, la réalité augmentée, tout ça, sont vraiment quelque chose de très puissant. Et du coup, vraiment concrètement, hack le cerveau. Et pour en donner vraiment un exemple très concret, donc je vous ai parlé vraiment de la sixième vague de la réalité virtuelle qui en ce moment on vit, mais la quatrième, cinquième vague a été portée par les départements de psychologie de différents instituts partout dans le monde. Et en Angleterre, il y avait des essais en fait techniques qui ont ensuite été validés au début des années 90, qui étaient c'est un hôpital de Grand Brûlé. Pardon, j'ai la gorge sèche. L'hôpital de Brûlé, un des moments de souffrance pour parce que j'ai mal aussi à parler en français, mais un des pires moments pour ces patients victimes de grandes brûlures, c'est de changer le pansement en fait. C'est apparemment même dans la souffrance humaine, c'est une des pires. Du coup, on a pendant des siècles, on a un siècle, on a donné la morphine, mais le problème, c'est ensuite l'accoutumance, l'addiction à la morphine. Du coup, on a remplacé la morphine par la réalité virtuelle. On a mis un casque sur le patient et pendant que les infirmières changent le pansement, on a mis en fait un paysage hivernal, on a mis que du blanc, alors il neigeait, on a mis sensation de froid, enfin visuel, évoquer la sensation de froid, et tout est une image toute blanche, et les gens ne ressentaient plus la douleur. Parce qu'il faut dire que 2/3 de notre cerveau en fait, a besoin des informations visuelles pour capter la réalité. Donc si on triche, on bloque son champ visuel en fait, par un cadre virtuel, on met une autre expérience visuelle, une autre information, le cerveau choisit en fait, les signaux liés à sa vision et à son auditif plutôt que les signaux des systèmes nerveux, d'épiderme qui est en train justement, de souffrir à fond. Donc le cerveau a choisi en fait concrètement le cerveau des patients a choisi de changer. Et du coup même quand on avait le casque, un moment après on continuait à enlever les bandages et quand même les gens ne ressentaient plus cette douleur jusqu'à que le cerveau recommence à avoir la réalité, de manière visuelle et tout d'un coup hop voit que en fait ça faisait très mal. Donc, je reprends la réalité virtuelle. Le monde virtuel, c'est une base de données graphiques. Voilà, donc c'est une immersion dans l'image. Bon, ça, pour l'instant, c'est assez très technique. Mais aussi, on parle de virtuel, on a trois définitions. Donc, elle est philosophique, elle est optique et elle est technologique. Donc, vraiment philosophique, virtuelle est une potentialité, en fait. On est vraiment c'est une matrice de possibilités actualisables. Il ne s'oppose pas au réel, mais c'est juste tout d'un coup, on s'affranchit des règles physiques. En fait. On est complètement immergé ailleurs, comme je disais, on peut tricher avec le cerveau, on hack le cerveau, mais on peut
jouer avec la gravité. En fait, on peut jouer avec différentes règles du monde physique, et le cerveau va interpréter comme une sorte de réalité. Voilà, donc c'est ça, comme je disais, une machine puissante. Vraiment, la réalité virtuelle ultime, alors j'ai pas de clip pour montrer ça, c'est l'expérience, enfin les extraits, enfin, c'est holodeck. Alors c'est dans Star Trek. Je sais pas si quelqu'un vous connaît pas Star Trek, ou quelqu'un connaît pas le holodeck. Est-ce qu'il y a des gens, des coupables? Donc Star Trek, dans plusieurs épisodes, enfin presque dans tous les sagas, il y en a plusieurs, parle de holodeck, et l'holodeck, c'est vraiment ce lieu, tout d'un coup, de la réalité virtuelle ultime. Alors j'aurais pu aussi citer par exemple le film Avatar, en fait, James Cameron, parce qu'il parle il montre en scène en fait cette machine qui capte complètement tous les sens, et comme Barjavel le rêvait, et se propose même en fait d'être quelqu'un d'autre. Donc l'holodeck fait un pas moins extrême, qu'on est toujours soi-même, mais dans un monde virtuel où tout est tellement bien fait qu'on arrive à croire d'être là-dedans. Et on va voir après les principes. Donc en fait, si je précise un petit peu le texte d'avant, en fait, quand on rentre dans ce holodeck, quand on rentre, on est dans une incarnation active. Donc le holodeck reconnaît qu'on est quelqu'un, et dans l'expérience. Donc on rentre dans l'image, on est en spatialité de la représentation. Donc le holodeck représente un environnement complet, comme une forêt tropicale. Donc là, on a une diversité sensorielle. On peut à la fois se sentir touché, donc on est complètement dans cette tangibilité des données virtuelles, mais nos cerveaux captent que c'est réel. On est bien que le monde dépeint est le produit d'un code numérique, vous ne pouvez pas voir l'ordinateur. Donc, transparence du média. Ça, c'est le gros problème de la réalité virtuelle en ce moment. C'est les casques qui sont lourds, les choses qui ne sont pas vraiment. La résolution ne sont pas vraiment bonne, et les problèmes qui ne sont pas vraiment résolus. Donc vous pouvez manipuler les objets du monde virtuel et interagir avec ses habitants comme vous le feriez dans le monde réel. Là, c'est le rêve d'un langage naturel. Justement, on est comme si on était dans le réel. Alors c'est cette contradiction aussi de l'expérience de réalité virtuelle qui est à la fois de proposer une possibilité de transgresser les règles physiques, mais à la fois il faut qu'il y ait une base, un ancrage en fait dans le monde réel pour que le cerveau accepte en fait cette nouvelle réalité. Donc, par exemple, le problème de l'expérience en 3D de réalité virtuelle, c'est ce fameux Uncanny Valley, qui en fait existe aussi dans les jeux vidéo ou dans les films, où tout d'un coup, il y a une espèce de mauvaise 3D à la PlayStation 2, et donc tout d'un coup, on sait que c'est un personnage 3D, on sait que c'est pas un vrai personnage. Donc ça, c'est des problèmes, des défis techniques actuels, mais qui vont être résolus. Donc vous devenez un personnage dans ce holodeck, dans le monde virtuel, donc il y a une incarnation alternative et un jeu de rôle. De votre interaction avec le monde virtuel émerge une histoire, donc simulation comme un récit. Donc on est dans un monde, tout d'un coup, on ne devient plus un spectateur, on devient un créateur. Ça, c'est important aussi, cette notion du bouleversement, du changement du rôle du réalisateur. Ok, je regarde juste le temps. Et ensuite, j'ai comme posé sur ce point en fait. On n'est plus, dans la slide d'après, on n'est plus dans, mais le rôle du visiteur a changé. Et donc cette image, une activité plaisante et distrayante, la VR comme une forme d'art. Donc le concept d'immersion, en fait, voilà, le vrai truc, c'est l'immersion. C'est ce vrai mot, en fait. Donc c'est pour ça que je dis art immersif dans la présentation. C'est vraiment cette famille qui englobe la réalité virtuelle, le dôme, la réalité augmentée et plein d'autres choses. Donc c'est toujours très problématique d'utiliser les mots parce que souvent ils ont été créés par les départements de marketing. On verra après mon histoire, mais en 2010, quand j'ai commencé à faire des rêves lucides, chercher à reproduire, à trouver un moyen en fait d'aller de recréer cette expérience. Et c'est vrai qu'il y avait l'apparition de Google Street View, et donc les gens n'appelaient pas encore la réalité virtuelle. Il y avait le mot existait bien sûr, mais mélangé il y avait la vidéo 360, il y avait des autres termes qui existaient, Total Cinéma, il y avait Giro Cinéma, il y avait plein de choses qui existaient. Mais finalement, il fallait attendre que Facebook rachète Oculus en 2014 pour installer le terme réalité virtuelle. Pardon. Et donc, du coup, ça crée une confusion entre l'expérience 360 et la réalité virtuelle. Donc, on verra qu'il y a beaucoup d'enjeux. Comme je vous ai dit, il y a l'immersion, les arts immersifs, et d'un côté, l'industrie qui essaie de tirer la couverture de son côté et de monopoliser en fait les termes et la sémantique. Est-ce que je peux avoir de l'eau en fait? Est-ce que quelqu'un peut m'apporter?
Ça va mourir. Et donc voilà, donc, des dispositifs qui accaparent l'ensemble de notre perception. Là, on va justement... donc je parlais de l'immersion, c'est vrai que je peux un peu plus et développer sur ça. C'est vraiment, alors le mot anglais est un peu mieux en fait. C'est vraiment la meilleure expérience en fait, la meilleure comment dire, exemple de définir ce terme. C'est vraiment c'est-à-dire d'être submergé dans l'eau. Voilà, s'immerger dans l'eau, on ressent le même sentiment d'une expérience immersive psychologiquement lorsqu'on plonge dans l'océan, dans une piscine. C'est la sensation d'être complètement entouré. Merci. Voilà. Je vais éviter le glou-glou-glou. Donc imaginez, vous êtes dans l'eau, voilà, vous êtes en immersion, c'est ça. Et là, quand on met votre casque de réalité virtuelle, c'est ça. Vous êtes dans un autre environnement qui accapare l'ensemble de notre dispositif de perception, comme je l'ai dit, et complètement entouré d'une autre réalité qui prend toute notre attention. Voilà, c'est le même. Et cette passage entre l'air et l'eau, voilà, c'est ça, ce passage qu'on fait quand on met un casque de réalité virtuelle. Donc l'immersion. Dans les conditions de cette immersion, elle est quand même liée à des facteurs. En fait, il y a l'incarnation du visiteur dans un univers de fiction. Et ça, c'est important en fait. Je l'ai un peu évoqué juste avant, mais on n'est plus le mot, le terme est encore super important de définir. Quelqu'un qui va au cinéma est un spectateur, quelqu'un qui essaye un logiciel est un utilisateur, quelqu'un qui va dans une réalité virtuelle est un visiteur. C'est un visiteur dans notre monde, c'est vraiment la métaphore de la visite. C'est vraiment inviter, quand on crée quelque chose, une expérience, c'est comme inviter quelqu'un chez soi à la maison. On n'est plus dans un mode de création en fait, où il y a un créateur au-dessus qui donne un message, qui crée un dispositif pour en fait, véhiculer des intentions. On est vraiment en fait, comme un chef de cuisine qui fait un buffet voilà, et dont les gens prennent ce qu'ils veulent en fait. C'est vraiment ça, ce fait important à comprendre. Et donc les conditions de l'immersion, il y a aussi l'ergonomie, l'interface, il y a le haut degré d'interactivité, il y a le point de vue qui compte, les éléments formels de l'expérience aussi, qui favorisent l'immersion et qui peut la briser. Et on verra après l'ennemi de l'immersion. Donc là, cette partie fait un flashback de 32 000 ans, des peintures néolithiques. Donc l'art immersif en fait a été alors là on a un peu un support visuel pour documenter ça, mais on peut même évoquer en fait la tradition orale en fait, qui est maintenant cette tradition orale qui est reprise avec un micro et un public devant vous, mais concrètement on a pu faire même discussion autour d'un feu et nos ancêtres nos premières expériences immersives viennent de là en fait, raconter des histoires. Alors le mot histoire est un peu compliqué, mais raconter quelque chose avec cette écoute, vous êtes vous-même en fait en immersion par rapport en fait aux informations que je vous donne, par rapport aux choses que j'essaie de vous véhiculer. En fait, vous êtes aussi dans une captation en fait d'une information et on crée ensemble en fait cette bulle. C'est pas seulement moi qui apporte quelque chose, c'est vous aussi qui contribuez à ça. Et ça, c'est important de concevoir cette chose. On n'est plus dans quelque chose de didactique, en fait, quand on crée une expérience de réalité virtuelle ou qu'on la ressent. On est vraiment baigné dans quelque chose. Et si je prends un peu l'art indien, en fait, notamment un traité qui s'appelle le Natya Shastra de 2500 ans, le musicien ne pouvait que être 50% comment dire, la qualité de la musique qu'il produisait ne peut être que être à 50%, parce que 50 autres % étaient remplis en fait par les conditions. Par les gens, par l'humeur, par la température, par les choses qu'ils ont mangé, par le temps de la journée. Plein de facteurs en fait qui créent une sorte d'expérience collective, alors qui est quand même animée par quelqu'un quand même. Et c'est un musicien qui joue. Maintenant c'est moi qui parle. Avant c'est des gens qui étaient autour du feu qui racontent des choses autour d'une histoire. Mais il y a cette participation quand même active de votre part en fait. Voilà, vous captez, enfin, votre attention crée quelque chose et m'influence moi et aussi créer en fait ce sentiment qui est partagé
de différents points de vue, mais qui en tout cas, il y a quelque chose qui est là. Donc cette notion voilà, qu'on n'est plus dans un cinéma où on consomme quelque chose, on est vraiment dans une participation, en fait, qu'elle soit consciente, active ou passive ou inconsciente. Donc, première expérience immersive, c'est les peintures néolithiques. Alors ça, c'est important parce que là, il y a un flash, on ne voit pas, mais concrètement, il faut s'imaginer dans le noir, avec une torche. Et il y avait des gens qui étaient là pour guider, en fait, et créer tout d'un coup une expérience immersive. Donc, le coup de la torche, en fait, donc on a répétition de patterns, de différents animaux, à différentes postures. Et donc, on était vraiment, en fait, dans l'expérience presque d'un film animé, parce qu'en passant sur la torche autour de ces parois, en fait, il y avait un mouvement qui était créé, avec la danse des ombres. Et à la fois quelqu'un qui oralement crée des choses, enfin, crée une histoire, crée des sensations. Donc tout ça pour dire, encore souligner ce point que la réalité virtuelle, c'est un sentiment d'immersion, n'est pas lié en fait à une technologie. Ensuite, on va faire quelques. Donc chacun aussi. En français est pas mal parce qu'on fait son cinéma en fait. Qu'est-ce que ça veut dire faire son cinéma? C'est aussi être immergé dans une réalité autre en fait. C'est de croire quelque chose qui n'existe pas. Et psychologiquement, en fait, on est dans ce sentiment de l'illusion. Et la réalité virtuelle, c'est une machine justement pour faire son cinéma. Je vais sauter un petit peu sur l'histoire, en fait, sur la villa des Mesteri à Pompéi, donc ça c'est en 60 avant Jésus-Christ. Première tentative un peu dans l'art occidental d'enfermer hermétiquement quelqu'un. Donc là, on est vraiment non seulement il y a des éléments mimétiques en fait de la réalité. Donc là, en fait, on voit un petit peu. En fait, les 3 murs, même 4, en fait, on essaie de créer un bandeau. En fait, on essaie de créer une sorte d'immersion dans l'image. Et c'est intéressant au niveau des couleurs aussi, comment ils ont réussi. Mais l'idée, c'était d'enfermer hermétiquement dans quelque chose, créer l'illusion d'être dans l'image à l'intérieur d'un espace, avec des événements illusoires. Je vais accélérer un petit peu. Là, dans une autre tentative aussi en Italie, 30 ans après. Là, séparément, on est, on est encore devant un autre écran pardon, de réalisme, on va dire. Mais l'idée même, c'est de s'oublier la réalité et d'être plongé dans un autre environnement, dans un autre monde. Hop, la même tentative. Ça, c'est le chambre de serre. On est au début de la Renaissance. On va voir après l'ennemi, le vrai ennemi. On vit dans une tyrannie et c'est à cause de la Renaissance. On va voir pourquoi. Donc là, on est vraiment dans la soumission agréable de l'esprit à un monde imaginaire. On est vraiment en fait comme une suspension volontaire de l'incrédulité. On a envie d'être illusionné. Et c'est ce plaisir-là aussi d'être comme un tour de magie en fait. On n'a pas envie de savoir comment c'est fait en fait. On a envie de se laisser aller dans la magie. Donc on crée activement la croyance. Alors, je vais accélérer pas mal parce que j'ai envie de parler de moi après. Donc ouais, voilà, on est la métaphore de la visite, je vous ai parlé de ça. On est la concentration dans l'engagement imaginatif, dans l'exaltation, dans l'addiction. Là, on est dans la salle des perspectives, en fait. C'est la première tentative aussi de créer des fausses perspectives. Là aussi, dans les voûtes, pas mal de voûtes d'église, en fait, quand on rentre au cœur des églises, c'est ce sentiment d'immersion, en fait, d'une réalité plus haute que soi. Ensuite, si on fait un saut dans le temps, on a l'expérience des peep shows, des joyeux d'illusion. D'ailleurs, en fait, intéressant, ceux qui sont au milieu, on peut mettre un téléphone, en fait, et moi j'en ai un ici chez moi, et on peut, c'est comme un Google Cardboard, en fait, c'est comme un casque de réalité virtuelle assez basique, et on peut en fait faire déjà l'expérience avec un objet qui a à peu près 370 ans. D'autres tentatives au fil dans l'histoire pour aller plus loin encore dans l'immersion totale. Là, ça c'est le panorama de Leicester, fin du XVIIIe siècle. Ensuite, le Sensorama des années 40-50. Ça sont haute tentative aussi d'être immergé. Il y a eu un brevet qui a été fait. C'était à la fois en 3D, odeur et les couleurs. C'était un son stéréo. Il y avait du vent, des vibrations. Le siège était en pleine vibration. Donc d'ailleurs, si vous essayez, il y a des stands en fait dehors où il y a aussi une chaise dynamique. Donc ça vient, c'est ce qui existe dehors. Il y a un stand de réalité virtuelle d'une entreprise et là, ça vient de ça, quoi.
Là, on va dans les années 80, là, c'est les premières tentatives de casques vraiment plus légers. Et là, on a ce clip de Johnny Mnemonic de 95, mais hop, ah, il marche. Alors, je vais faire un troll, je ne vais pas vous montrer, parce que il n'y a pas beaucoup de temps. Et concrètement, voilà, une notion, c'est le faux semblant, comme je vous ai parlé. C'est vraiment comme on joue à la poupée, on joue au Lego, en fait. On est toujours dans ce plaisir d'être actif, en fait, de se créer ses illusions, de se créer, en fait, de se faire son cinéma. Et donc, c'est ce plaisir-là, en fait, qu'on recherche, qu'on a en tant qu'enfant et qu'on essaie de retrouver, en fait, avec les technologies immersives. Donc, le jeu de fond semblant, c'est vraiment s'imaginer comme un membre de ce monde, prétendre que les propositions affirmées sont vraies, remplir la perception du texte par l'imagination en construisant une image mentale de ce monde. Là, c'est vraiment l'exemple d'une lecture, en fait, quand un lecteur dans un livre il fait l'expérience de l'immersion. En fait, c'est du low-tech, c'est juste du texte, c'est juste du papier, de l'encre, et concrètement, ça a du sens pour le cerveau. Et on est plongé en fait dans l'histoire. Voilà. Et on veut prétendre que les choses sont vraies. Alors que concrètement, de manière phénoménologique, on est juste à faire du papier, une surface et de l'encre et des trucs noirs, quoi. Mais nos cerveaux interprètent comme quelque chose comme réel. Et c'est ça qui est fascinant. Et de la même façon aussi quand on met un casque audio, en fait, des écouteurs, on met la musique dans le bus le matin ou dans la rue, on est aussi affaire à une expérience d'immersion. Même une réalité augmentée sonore. Ce serait même dans les définitions quasiment ça, en fait. Parce que finalement, il y a toujours on est toujours en sentiment. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas assez, en fait. On est toujours, en tant qu'humain, jamais satisfait. On est toujours insatiable de quelque chose qui n'est pas là. On n'arrive pas à être juste dans le silence, d'être présent. On a toujours besoin d'avoir un divertissement, d'avoir quelque chose qui attire notre attention, qui nous divertit. Et donc toujours, on est dans cette insatisfaction de notre personne et du monde qu'on voit. Et donc dans cette perception des choses, on a besoin d'un objet, on a besoin de quelque chose pour remplir un peu ce vide. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est un peu ça aussi, cette création de tous ces outils, réalité virtuelle, réalité augmentée, ou même après la lecture. On est toujours dans cette d'essayer de retrouver quelque chose. Mais aussi, ça peut l'air un peu négatif, mais on est aussi dans le plaisir que d'apprendre en fait sur nous-mêmes. Même dans cette insatisfaction, dans cet remplissage de ce vide. On a aussi envie de comprendre justement ce vide. Et en allant au cinéma, en allant plonger dans une réalité virtuelle, on ressent des émotions qui sont peut-être plus vraies en fait que la vie en elle-même. Quand on va voir ce serait plus plein. C'est une expérience qui est un peu partagée que la réalité virtuelle, mais quand on va au cinéma, on voit du désir, on voit de la peur, on voit le parcours d'un héros, d'une héroïne, on apprend quelque chose, il y a une initiation qui se fait. Et pour citer le Hero of Thousand Faces de Joseph Campbell, le héros mille visages, on a fondamentalement besoin d'apprendre sur nous-mêmes et d'apprendre qui on est à travers des histoires. On n'arrive pas à le faire nous-mêmes, donc on le fait à travers un médium, un média. Donc voilà, on est insatisfait de la réalité parce qu'on ne la comprend pas, on ne comprend pas nous-mêmes, mais on a besoin de cette expérience d'immersion pour atteindre quelque chose de peut-être de plus vrai, de plus tangible. Donc là, la participation active, j'ai un peu sauté tout ça. Mais j'aurais un peu parlé de la réalité virtuelle et vraiment... donc on en est... il y a vraiment cette fourberie aussi de l'immersion, en fait. C'est un des points que je voulais faire avant d'ouvrir le champ vers quelque chose de plus personnel. La fourberie de l'animation, de l'immersion. Est-ce que vraiment les joueurs, les utilisateurs, les visiteurs peuvent être coupés de la réalité ? Est-ce que l'état souhaitable que devraient chercher tous les concepteurs d'expérience, est-ce qu'on a envie vraiment d'être coupé de la réalité ? Est-ce que ça qu'on cherche ? Donc la fourberie de l'immersion, selon Cathy Eric Zimmerman, est l'idée que le plaisir d'une expérience médiatisée repose sur sa capacité à transporter l'essence d'un participant dans une réalité illusoire et simulée.
Cette réalité serait si complète que le cadre tomberait, faisant en sorte que le joueur croirait vraiment faire partie d'un monde imaginaire. Et donc justement en contre-champ de ça, donc là j'ai un petit peu des choses, mais contre ça, on est vraiment dans l'ennemi de l'immersion. Donc on est vraiment, notre regard, notre cerveau, notre rapport en fait à l'art et aux informations, aux images était assez pollué, on va dire. Enfin, faut trouver quand même, j'essaie de trouver un ennemi. Donc on va taper dans la Renaissance. Faut quand même, donc, enfin, révolution scientifique, philosophique, artistique dans le monde occidental, mais qui a vraiment créé justement des fausses pistes et qui a créé, qui a un peu déraillé le rêve de l'art immersif. Pourquoi simplement, alors, j'ai pas vu dans mes notes. Pourquoi? Par ce sentiment de point de fuite en fait, par ce concept de point de fuite. Donc le point de fuite, donc ça a révolutionné l'art pour plusieurs manières. Un point de fuite, c'est un point imaginaire destiné à aider le dessinateur à construire son œuvre en perspective. Il a fait cette idée de capter aussi, représenter la réalité de manière autre, de manière médiatisée. Mais la dénomination d'un point de fuite est celle utilisée en dessin. Chaque direction de l'espace est associée à un point de fuite. Si j'avais un laser, je pourrais vous montrer, mais voilà, je pense que vous avez tous fait en primaire, au collège au moins, cette analyse de ce tableau de Piero della Francesca. Donc, qui est de contrôler le regard finalement en fait. Un artiste, un peintre doit contrôler en fait le monde imaginaire. Et c'est comme je vous ai dit cette idée donc de donner un message, de véhiculer quelque chose qui est à l'opposé justement des arts en fait immersifs, qui est délinéarisé, qui accepte la participation en fait des utilisateurs, des visiteurs. Et donc on a ça a créé la publicité, ça a créé ce contrôle de l'information, ça a créé comment dire, du UX, du UI dans le web internet. Cette idée que un créateur contrôle en fait l'expérience de son utilisateur, de son consommateur de cette information. Et là, on est complètement à l'opposé des arts immersifs. On est complètement opposé à cette idée que le regard aussi peut être démocratique. Et là, on peut aussi se baser sur l'art de Perse, l'art indien aussi, qui était donc ces grandes fresques où toute la perspective est aplatie. Et donc même le personnage peut être même reproduit chronologiquement, parce que le temps devient tout d'un coup une donnée spatiale. L'espace devient une donnée temporelle plutôt. Et donc on a le personnage placé à plusieurs endroits dans cette représentation holistique en fait, du monde. Et on crée une histoire et le regard du spectateur participe, en fait, choisit sa direction et zigzag, et qui est à l'opposé complet en fait, de l'art occidental qui était de Es muss sein, quoi. C'est à l'allemand, quoi. C'est tout être contrôlé. Donc voilà, donc faut désapprendre tout ça. Faut désapprendre cette idée de cadre. Avant, donc, pour finir aussi dans les parties immersion, c'est les ennemis de l'art de l'immersion, qui est la distanciation. Et ça, qu'est-ce qui nous fait décrocher? Alors aussi, l'ambiance du jeu est par nature instable. À tout moment, la vie courante peut reprendre ses droits quand on joue, quand on est dans l'expérience médiatisée de réalité virtuelle. Donc la vie courante peut reprendre ses droits, soit sous l'effet d'un choc extérieur qui trouble le jeu, soit d'une infraction aux règles, soit en raison d'une circonstance interne. Donc affaissement du sentiment ludique, désillusion, désenchantement. Donc, qu'est-ce qui nous fait décrocher? Qu'est-ce qui est l'ennemi de l'immersion? Qu'est-ce qui est l'ennemi de l'immersion? C'est l'esthétique de la base de données, par exemple même la sauvegarde quand on joue à un jeu vidéo, les problèmes techniques, la lourdeur du casque, pas très bonne qualité des casques de réalité virtuelle, l'ergonomie aussi, ça fait des fois mal au cou. Donc voilà, là on est en freestyle. Hop. Alors, une petite pause, j'ai 5 minutes pour parler de plein de choses en fait. Alors, comme je voulais évoquer, en fait, en 1993, j'avais 7 ans, et j'ai eu la chance en fait, d'essayer un des premiers casques de réalité virtuelle grand public à Londres, au centre Sega World.
Et c'était une expérience où vous pouvez voler. Je ne sais pas s'il est ici aussi, parce que maintenant ça existe maintenant un peu de manière améliorée. Et vraiment à 7 ans, ça m'a donné une graine de quelque chose qu'on pouvait voilà, voler. Et c'est ce sentiment aussi que j'essaie à chaque fois de reproduire en tant que créateur, de retrouver aussi, même en tant que personne, de get high, de voler, de s'affranchir des règles physiques. Et donc c'était vraiment, même si les qualités étaient très mauvaises, voilà, c'était très basique, comme vous pouvez l'imaginer, en 93, la 3D. Mais en tout cas, la graine de l'immersion, de vouloir créer, de vouloir faire l'expérience a été plantée. Donc, j'accélère parce que en 2000, alors après, je suis tombé malheureusement dans le cinéma et du coup, c'était très mauvais pour mon parcours de virtuel, de créateur virtuel. Et donc, en 2004, 2010, j'étais en fait un étudiant dans une école de cinéma en Inde. J'ai fait de la réalisation, j'étais chef opérateur et là, j'avais carrément accès à la pellicule. J'ai beaucoup tourné sur film. Mais en même temps, avec travers l'étude, un petit peu l'analyse de l'art indien, j'ai aussi découvert que l'œil peut être démocratique, en fait. Et même qu'en tant que créateur, on peut créer, comme je vous ai dit, cette idée de buffet, en fait, et de donner un peu à manger à tous et à toutes. Et les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent, au lieu de juste donner un plat. Voilà ce que vous allez manger maintenant, quoi. Au lieu de contrôler le regard et de véhiculer cette attention. Donc, j'accélère un petit peu, mais en 2010, j'ai commencé à avoir des rêves lucides, en fait. Assez fort. Donc, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un rêve lucide? Ok. Donc, un rêve lucide, c'est l'expérience en fait dans son rêve de prendre conscience de ce qui nous entoure. C'est tout d'un coup, c'est le meilleur des mondes puisque en fait, on peut contrôler ce qui nous arrive. Donc, on peut s'affranchir de tout. On peut voler, on peut créer des choses, on peut tout est possible en fait. On est vraiment dans l'expérience d'un jeu vidéo parfait, d'une expérience de réalité virtuelle parfaite. Donc ça a été une sorte de déclencheur, une sorte d'explosion un peu de conscience. Et du coup, j'ai essayé de retrouver un médium, un média pour recréer ça. Et donc c'est pour ça que je me suis rappelé de 7 ans de cette expérience de réalité virtuelle. Donc j'ai créé aussi un scénario, j'ai vécu en Afrique du Sud, et du coup en Afrique du Sud, comme il y a des caméras partout, j'ai créé une histoire autour d'un couple qui cherche un lieu où faire l'amour, et du coup sont constamment en fait espionnés par ces caméras et doivent fuir en fait le regard. Donc en fait on pouvait contrôler les appareils, les caméras de sécurité qui sont en 360 pour en fait comme un jouet Charlie on va dire, mais justement l'idée de ce couple c'est de pas être retrouvé. Donc ça a été assez intéressant parce que donc c'était intéressant parce que il n'y avait rien en 2009-2010. Il y avait technologiquement parlant, il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait pas de caméra. Il y avait vraiment c'était la préhistoire, et on devait inventer ses propres outils. Et alors, en tant que bon français créateur, j'ai fait aussi des dossiers. J'ai obtenu beaucoup d'argent pour refaire une expérience, mais pas assez pour la réaliser. Et j'ai fait pas mal de tests. Je suis allé partout en Europe, en Norvège, en Allemagne, en Hollande, pour essayer de trouver des partenaires techniques. Et j'étais un peu trop en avant, puisque en toquant à la porte des guichets, en fait, comme on dit, de financement, de diffusion de ce genre de contenu, qui étaient Arte, France Télévisions ou autres, ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc qu'est-ce que c'est ce gadget? Et donc, en 2014, j'ai même voulu arrêter la réalité virtuelle jusqu'à que je rencontre mon collaborateur qui s'appelle Ando. Et donc, je ne sais pas si vous reconnaissez la personne au centre. C'est Daniel Radcliffe, Harry Potter, ça. Mais c'était en fait son mannequin en fait. Donc on a fait un documentaire télé pour Arte et donc on était au festival de Sundance et donc du coup il y avait un film qui avait ce personnage. Enfin bref, c'était juste la petite histoire. Et donc du coup on a créé ensemble en fait un duo et on est partout dans le monde pour créer des expériences de réalité virtuelle en Australie, en Colombie, à Dubaï, en Israël, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Et du coup on a fait ensemble, peut-être une dizaine. On a gagné pas des prix intéressants. Une expérience qui s'appelle. Alors, j'avance un petit peu. Jetlag. Jetlag, c'est né un peu comme un acte de piraterie. Et alors j'ai quelques minutes pour finir, mais c'est important parce que justement, j'étais un peu trop
en avant, ou peut-être un peu maladroit pour trouver des financements, où je n'entrais pas dans les cases, mais il s'est passé que, sans révéler trop de choses, pas m'exposer à des poursuites judiciaires, mais il y avait cette société de production qui n'a pas finalement donné tous les moyens à ma disposition, et j'ai menti, quand je me rends compte que oui, qu'ils étaient malhonnêtes, et donc j'ai dit, voilà, je fais des tests techniques, donnez-moi un peu d'argent, et en fait, sans leur dire que je faisais une expérience en fait, de réalité virtuelle, que j'avais écrite, qui s'appelle donc Jetlag, sur ce couple qui cherche un lieu, qui est né à partir du projet ou de ce couple qui cherche un lieu où faire l'amour. Mais là, c'était l'expérience de deux femmes qui sont à longue distance, en fait, une relation à longue distance, une au Brésil et une en Inde, et communiquent que par Skype, que par WhatsApp, en fait, que de manière digitale. Donc, ce qu'on voit à l'image, c'est juste elle en train de danser au Brésil, en Inde, et s'échanger de manière audio, en fait. Là, ça, c'est la narration, en fait, ils s'échangent leurs sentiments. Donc là, ça va marcher ou pas? Je prends un petit court extrait. Oi, meu bem, Tanu. Muito obrigada por perguntar pela saúde de meu pai. My dad's health is much better knowing that I am here now. I'm jet lagged. And the perfume of jasmine still lingers on me from our last night together. That mango pickle jar, you know. Pardon, je suis désolé. Non, donc j'aimerais beaucoup plus parler de ça, mais c'était vraiment l'expérience, en fait, l'inspiration, ça peut vous intéresser. C'était donc quand je parlais avant de la musique indienne qui est constamment en fait en relation avec le mood, l'ambiance, le temps de la journée, et tout est le temps, le moment où on compose doit être est relié à une émotion. Donc il y a en fait entre 4h et 5h, 3h et 4h du matin, il y a une émotion qui s'appelle le Malkaos, qui est cette émotion qui est entre les deux, entre le rêve et la réalité, qui est quand son amoureuse part, en fait, quitte le lit de nombreux ébats et disparaît. Et cette sensation toujours de présence de la personne à travers l'odeur, à travers la façon dont les draps sont formés, à travers les cheveux, les poils qui traînent. Donc, ce sentiment d'entre-deux, en fait, voilà, un sentiment de présence et d'absence, d'un amoureux, d'une amoureuse, mais ce truc-là, voilà. Et ce que j'essaie de recréer, en fait, dans l'expérience de réalité virtuelle, qui s'appelle Jetlag, qui a eu pas mal de prix, qui était citation, enfin bon, j'ai pas... Il y a eu pas mal de presse, blablabla. Ensuite, un documentaire... C'est tourné au Népal, je ne vais pas le montrer. Ensuite, une expérience de l'hypnose, justement, que je trouve intéressant. Quand on met son casque de réalité virtuelle, on met aussi un casque aussi dans ses yeux. Et donc, du coup, on a choisi une hypnothérapeute pour en fait, créer la voix de la narration. Et du coup, en fait, nous entraîne dans l'inconscient de quelqu'un et qui essaie de chercher une réponse en fait, parmi les secrets de sa famille. Je vais essayer vite fait à montrer. Et alors, c'était un film Dôme à Montréal. On a eu pas mal après d'articles dans Vice. Alors là, ça monte pas bien parce que c'est juste ils ont pris des images un peu psychédéliques qu'on a filmées, mais c'est un énorme dôme de 20-30 mètres de diamètre. Donc on voit pas, mais il y a 150 personnes couchées. Là, on voit un peu mieux. Et j'avance un petit peu. Et j'ai quand même envie de... Là, c'est l'autre expérience. En fait, la même contenu, on a fait une expérience à HTC Vive. Yes. Donc ça, le casque HTC Vive, on peut librement marcher, interagir avec les objets. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû changer le texte, on n'a pas dû utiliser les vrais discours de l'hypnothérapeute parce que c'était trop dangereux. Quand les gens étaient dans un casque qui était hermétiquement fermé, quand c'était trop puissant d'utiliser les outils, les méthodes d'hypnose, parce que les gens allaient tomber vraiment dans l'hypnose, mais sans vraiment que quelqu'un soit derrière pour le guider. What are you doing? Let him go. Stop this. Get out. Là, les mêmes images psychédéliques, en fait, on les a mis dans des murs et on a créé un labyrinthe. Hop, désolé, je change un peu vite. Là, c'est un truc que j'ai fait en Australie. Hop.
Désolé. Et là, ce que je fais actuellement, et j'ai plus une minute pour finir, c'est que j'ai fait une petite pause dans ma résidence de création qui se passe au cœur de la Suisse. Et donc, moi, j'ai 2 mois pour créer un prototype qui est en fait à la fois le plongée dans l'univers de Georges Méliès et l'utilisation donc de Voyage vers la Lune de Georges Méliès et l'utilisation d'un casque justement Ando, mon collaborateur a créé, qui est un casque unique au monde, qui est un casque étanche pour aller sous l'eau. Ah, c'est des essais. Donc voilà, pour finir, encore 20 secondes, elles vont donner la parole. Donc voilà, la continuité avec la réalité virtuelle en continuité avec la poursuite du réalisme et le mythe de l'art total dans l'art, métaphore de blablabla, et jusqu'à présent on voyait toujours l'écran, aujourd'hui on est dans l'écran, blablabla, et voilà. Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que vous allez rejoindre mon armée de gens